Bonjour, dans cette vidéo, je vais procéder à l'inscription à Pôle emploi de l'accueil et la validation en passant par les situations particulières comme les fonctionnaires en disponibilité. Généralement, l'inscription, ça prend moins d'une heure, quelques dizaines de minutes ou quelques minutes seulement pour quelqu'un qui sera inscrit avec toutes les informations nécessaires. Notez aussi que je fais cette vidéo en début 2024, donc plus le temps avance, plus des éléments peuvent changer. Alors avant de commencer, je vais préciser que l'inscription à Pôle emploi, ça sert surtout à deux choses. L'indemnisation, donc l'ARE, l'aide de retour à l'emploi, l'ARS pour les travailleurs non salariés, et le suivi par Pôle emploi. Ce qui veut dire que les employés de Pôle emploi vont s'entretenir avec vous au sujet de votre carrière future durant des rendez-vous. La recherche d'emploi, c'est un élément à part, car il est possible de juste faire un compte sans s'inscrire à Pôle emploi pour avoir accès aux offres d'emploi et y postuler. En conséquence, ça veut dire que l'inscription a été pensée pour des personnes, alors 1, à la recherche d'un emploi, et 2, disponibles. Donc ce sont des grandes lignes, donc il est toujours possible de s'inscrire dans ces conditions, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée de le faire. J'aurai le temps de revenir dessus lors de l'inscription. Bien, donc je vais commencer donc sur l'accueil, www.pôle-emploi.fr, du 6 au cas où. Et il y a deux choses à retenir. Alors en haut à droite, il y a connexion et on peut faire candidat pour créer un compte. Donc par exemple, quelqu'un qui est à temps plein, il peut faire ça pour feuilleter les offres d'emploi. Comme ça évite les mauvaises surprises. Et à gauche, on a m'inscrire, me réinscrire, donc la troisième bulle. Donc je vais cliquer dessus. Et donc alors au début, c'est une présentation avec aussi quelques questions-réponses. Alors effectivement, quand je vois ça, alors vous pouvez vous inscrire alors dès le lendemain de la fin de votre contrat, même si vous n'avez pas encore les documents. Donc si votre contrat se termine le 15, vous pouvez vous inscrire le 16. Donc dans mon cas, je vais juste commencer. Et alors là, on est sur la préinscription. Donc ça ne va pas avoir d'influence sur la suite. C'est une sorte de filtre en fait. Donc comme je le disais, donc il vous demande la situation. Alors je suis sans aucune activité professionnelle, inactif, ça voilà, il n'y a aucun souci. Et après, donc par contre, alors quelqu'un qui travaille, alors à temps plein, il va pas vouloir. À temps partiel, il est d'accord parce qu'il dit je pense que quelqu'un qui est à temps partiel a la disponibilité pour aller au rendez-vous, donc c'est ok. À temps plein, il pourra pas. Donc c'est vraiment ça qui bloque. En cours de préavis, il faut attendre le lendemain. Donc encore une fois, si le préavis se termine le 15, vous pouvez vous inscrire le 16. Pareil pour formation, congé, etc. Il faut vraiment attendre le lendemain de la disponibilité. Donc moi, je vais mettre que je suis inactif. Et ensuite, ils demandent de préparer les documents. Alors ils vont pas forcément vous demander de les scanner. C'est surtout les informations dessus qui sont importantes. Donc par exemple, l'adresse postale, le nom, prénom, le numéro de sécu, le RIB. L'adresse mail, vous pouvez mettre une adresse fantoche. Il va vous en demander une, vous pouvez mettre une adresse qui n'existe pas. J'aurai le temps de revenir dessus pendant l'étape 1. Ensuite, il y a pour les emplois. Ce qui les intéresse, c'est alors pour qui vous avez travaillé, de quand à quand et pour quelle qualité. Et le CV, alors il n'est pas demandé pendant l'inscription, il est demandé après. Donc vous pouvez aussi vous inscrire sans CV ou avec un CV qui n'est pas encore à jour. Ça pourra attendre après. Là, ce qui les intéresse, c'est si vous avez déjà été inscrit à Pôle emploi avant ou après février 2018. Si c'est avant ou si vous n'avez jamais été inscrit, il va vous demander donc de créer le compte à partir de rien, ce que je vais faire. Si vous avez déjà été inscrit après, il va vous demander en fait de reprendre le compte pour faire une réinscription. Ce qui veut dire que ils vont reprendre les informations qui ont déjà été données et ça pourra raccourcir la création, l'inscription. Dans mon cas, je vais mettre que je n'ai jamais été inscrit à Pôle emploi ou même que mon inscription date d'avant février 2018 parce que dans ce cas, il considère que c'est trop vieux, donc autant refaire un compte. Et ça va me laisser passer à l'inscription à proprement parler. Alors un petit peu tronqué parce que il faut savoir qu'on peut revenir sur des étapes qu'on a déjà faites en passant sur la gauche. On a un petit menu avec les différentes sections et on peut revenir sur ce qu'on a déjà fait. Alors voilà, si je suis un petit peu plus loin et que je me suis dit ah tiens j'ai fait une erreur avant, je peux recliquer sur la gauche et revenir pour corriger des informations qui seraient erronées. Mais bon, voilà, donc quand on arrive au tout début ça commence avec ça. Il demande si on est homme ou femme. Nom, prénom, on a aussi des cases pour si on n'a pas, donc soit de nom, soit de prénom. Alors c'est pas trop le cas pour les Français, mais pour des pays étrangers ça peut arriver. Le nom d'usage, alors d'une c'est facultatif, et c'est pour les personnes qui souvent sont mariées ou ça a modifié le nom. Donc là on a par exemple le cas d'une personne qui s'appellerait Florence Legrand, mais qui une fois qu'elle s'est mariée, elle a changé de nom de famille pour prendre seulement Dubois. Donc dans ce cas-là, elle mettrait dans la section du nom d'usage, elle mettrait Dubois ici. Et je rappelle que c'est facultatif, donc c'est pas la peine de remettre le nom s'il n'est pas forcément changé. Ensuite, alors il y a la date et le lieu de naissance. Alors là, la seule chose que je vais noter, c'est que alors faut bien mettre les 4 années. Si vous mettez seulement 90, ça va bloquer. Donc il faut bien mettre 1990 ou 2003, allez savoir. Le pays, donc le département de naissance, bon, on lui change pas. Donc le pays où on est né, la commune de naissance, le département de naissance, la commune de naissance et la nationalité. Alors pour ici, alors quand il y a la française, il ne demande rien de plus. Quand une nationalité étrangère, il demande le numéro du titre de séjour et la date de fin de la validité. Alors pour le numéro, on peut le retrouver donc sur le document, c'est une suite de, je crois, 10 chiffres qu'on peut retrouver
sur les zones indiquées par la petite bulle d'aide à côté. Après ça, il demande l'adresse postale, donc le numéro de département, la commune en question. Et alors pour l'adresse, alors quand vous commencez à taper, il va vous faire des propositions. Et il faut sélectionner une proposition dans la liste. Alors là, je ne vais pas la montrer parce que la liste n'apparaît pas, je crois. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment choisir une proposition de la liste. Parce que si vous mettez quelque chose qui est juste tapé et que vous validez, il va vous mettre une erreur. Et il va donc vous donner deux possibilités. Alors soit vous pouvez le laisser tel quel. Donc ça peut être pertinent dans les cas où il y a eu un changement récent dans les adresses. Par exemple des noms de rue obtenus ou voilà, des changements récents où Pôle emploi ne serait pas forcément au courant. L'autre option, c'est il vous propose une adresse qui ressemble, qui est ce que Pôle emploi connaît. Et voilà, ça peut corriger des fautes de frappe ou quelque chose comme ça. Ensuite, les compléments d'adresse, comme son nom l'indique, c'est un complément, donc c'est pour dire appartement 201, 5e étage, résidence 2A, enfin voilà, c'est quelque chose en plus, mais qui n'est pas nécessaire, c'est facultatif. Pour les informations personnelles, donc c'est si on est en couple, tout ça, et le nombre d'enfants à charge. Alors pour le numéro de sécurité sociale, donc il demande les 15 chiffres, donc ça vous pouvez le trouver sur le recto de la carte vitale. Donc ce sont les 15 chiffres, donc ce qui inclut la clé à la fin. Et si quelqu'un n'a pas encore reçu le numéro de sécurité sociale, donc il peut juste cocher cette case, ça fait l'affaire. Donc ensuite il demande, donc dans le cas, voilà, si je n'ai pas de numéro de sécurité sociale, donc si j'ai fait une demande, ou si c'est parce que j'ai encore jamais travaillé. Et ensuite il demande le régime de protection sociale. Généralement, c'est le régime général, mais parfois il y a aussi la MSA, mine marine marchande. Je vois pas la MGEN pour les enseignants. Mais de ce que je vois, il est possible qu'ils considèrent ça comme une profession libérale et donc régime général. Et comme il l'indique, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, régime général, ça fait l'affaire. Donc là, je vais mettre régime général, voilà. Et les modalités de contact, alors ça a une certaine importance. Ça permet que Pôle emploi vous envoie des messages, par exemple pour vous dire que vous avez reçu un message à lire. Tous les messages ne sont pas importants, mais il y a certains messages, c'est alors voilà, vous avez rendez-vous à telle heure. Le numéro de portable, il permet deux choses. Avoir les notifications, quand vous avez un message dans la messagerie qui est apparu. Et aussi, ça permet de faire des entretiens téléphoniques. Donc plutôt que de se rendre en agence, le conseiller Pôle emploi appelle le numéro qui est indiqué et ça peut faire un entretien sans se déplacer. Et pour l'adresse mail, donc pareil, ça permet d'avoir une notification quand on a reçu un document, un message, et ça permet d'éviter les mauvaises surprises. Et ici, alors ça, c'est à moitié obsolète. Donc ça, c'est pour recevoir les courriers en version numérique plutôt que postale. Je crois que de toute façon, ils n'envoient plus les documents par voie postale, à quelques exceptions. Il y a quelques documents particuliers qui sont envoyés par voie postale, et généralement, c'est pas ceux qu'on a envie de recevoir. Donc ici, la question, c'est plutôt est-ce que vous recevez de recevoir des notifications quand vous recevez des documents déposés dans l'espace personnel. Et ça, je le conseille, parce que alors, il y en a certains qui sont pas importants. C'est par exemple Pôle emploi qui vous annonce que vous avez un salon de l'emploi à proximité, des choses comme ça. Mais parfois, il y a des rendez-vous qui sont fixés par Pôle emploi de manière unilatérale, et ça permet de savoir qu'on a un rendez-vous. Donc si vous ne passez pas trop souvent sur le compte, ça peut vraiment éviter les mauvaises surprises. Parce que si vous n'allez pas à un rendez-vous, on vous demande de vous justifier dans les 10 jours, et s'ils n'ont pas de réponse, c'est radiation. Et la radiation, alors, quand c'est la première fois, on peut se réinscrire dans la foulée, mais plus ça arrive, plus c'est sévère, et plus ils ne vous laissent pas vous réinscrire avant un certain nombre de temps. Et je rappelle que l'inscription à Pôle emploi permet d'avoir accès au RSA, par exemple. Donc selon la situation, ça peut avoir son importance. Donc pour éviter les ennuis, vaut mieux recevoir des messages inutiles que de rater un message important. Donc personnellement, je conseille de cocher la case oui. Alors ensuite, normalement, ça fait passer au code d'accès. Donc moi, je l'ai, comme j'ai un petit peu avancé pour vous montrer qu'on pouvait revenir avant, il va pas me laisser. Mais dessus, alors vous mettez votre nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors le nom d'utilisateur, il est libre. Vous pouvez mettre, alors moi j'ai mis donc l'initiale du prénom et le nom de famille pour Emmanuel Macrosi. Et pour le mot de passe, je vais juste spécifier qu'il demande alors 8 caractères minimum, dont une lettre et un chiffre au moins. Mais ça, quand vous commencez à le taper, il vous met une petite liste avec 4 coches pour vous indiquer si le mot de passe que vous avez choisi correspond à ce qui est demandé. Donc voilà, lui, je vais juste mettre valider et continuer. Et alors pour l'étape 3, donc pour le motif d'inscription, donc il demande donc alors le dernier changement d'activité. Donc qu'est-ce qui fait par exemple que vous inscrivez à Pôle emploi? Est-ce que vous avez terminé un contrat? Est-ce que vous êtes à la recherche d'un premier emploi si vous avez terminé les études? Ou si vous avez une formation. Donc la formation, le stage ou un arrêt, c'est différent d'une activité. Donc par exemple, si j'ai, admettons que je termine une activité, donc voilà, mettons fin de contrat, et qu'ensuite je parte en formation, donc je vais attendre que la formation soit finie, ensuite je vais mettre fin de formation. Et ensuite, donc, pour l'emploi recherché,
Alors là, la seule chose à retenir, c'est qu'il faut mettre au moins une case dans chaque. Donc là, si je décoche ça et que je valide, il va me bloquer. Donc il faut en cocher au moins une, et ça n'empêche rien. Ça, c'est vraiment pour que votre conseiller ait une idée d'à qui il a affaire, mais ça ne vous empêchera pas de postuler à des offres pour des cases que vous n'auriez pas cochées. C'est-à-dire que je pourrais très bien postuler pour du temps partiel, aucun problème. Et ensuite, alors là, on a la section la plus accidentogène de l'inscription. L'activité, spécifiquement donc, ma demande d'allocation, activité. Ça, c'est celle qui génère le plus de soucis. Alors, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Faut pas comprendre une activité salariée. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de travail, mais que vous avez une formation, ou un stage, ou si vous êtes en préavis, ou une activité, par exemple, de travail non salarié, si vous êtes auto-entrepreneur ou travailleur indépendant, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Voilà, il faut cocher non. S'il y en a une en cours. Encore une fois, donc dans le cas de quelqu'un qui aurait terminé son contrat, mais qui serait dans une formation en cours, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Non. Il a une activité, à savoir sa formation. Si vous cochez oui, il va vous demander la date à partir de laquelle vous êtes sans activité. Et ensuite, alors pour les activités professionnelles, il vous demande si vous avez déjà travaillé depuis les 5 dernières années. Et ensuite, il va vous demander donc de lister les activités. Alors vous pouvez en mettre jusqu'à 100. Et pour les cachets, il faut mettre une activité par cachet. Désolé. Donc les cachets, je crois que c'est pour les artistes. Enfin, je me souviens plus exactement, mais pour des personnes qui ont des missions très courtes, il faut les indiquer. Donc pour en faire la démonstration, voilà, je vais mettre ajouter notre activité. Donc il demande le type d'activité. Donc si c'est salarié ou non salarié. Donc salarié, bon, c'est si vous avez un employeur. Non salarié, ça peut être pour les travailleurs indépendants, par exemple. Et ensuite, donc voilà, si vous étiez intérimaire, assistant maternel, c'est une section particulière comme les intermittents du spectacle. Expatrié, enfin voilà, tout ça, tout ça. Alors l'employeur ou la raison sociale, c'est le nom de l'entreprise. L'emploi, donc c'est la fonction exercée, oui, c'est ça. Et ensuite, si vous avez un statut particulier, donc voilà, administrateur, tout ce que vous voulez. Et juste donc pour l'activité non salariée, on retrouve les voilà, auto-entrepreneurs. Alors, travailleurs indépendants, ils l'ont divisé, c'est-à-dire qu'on retrouve donc les artistes, les professions libérales, avocats, commis d'office, enfin, il y a plusieurs, c'est vraiment éclaté. Et ça rajoute les si vous avez eu affaire avec la justice. En cadre justement avec l'activité, hein, ils vous demandent pas si vous avez déjà été en tôle, mais voilà, redressement ou liquidation judiciaire, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc on trouve l'emploi et la fonction. Et ensuite, il demande alors la période de l'activité. Donc quand ça a commencé, donc si une activité, elle a forcément commencé à un moment, et quand elle se termine, ou plutôt quand elle s'est terminée. Alors si c'est en cours, vous cochez en cours, il ne vous demandera pas de date de fin. Voilà, on peut voir que la zone est grisée, je ne peux pas mettre de date de fin. Le lieu de travail, bon, si c'était en France ou si c'était à l'étranger. Et le motif de rupture, c'est pour quelle raison est-ce que ça s'est terminé? C'est pour estimer les droits en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est juste ça s'est terminé, pour quelle raison, tac tac tac, tout ce que vous voulez. C'est ils vont pas vous demander de vous justifier, c'est vraiment en anticipation du document qu'ils vont vous demander. Parce que pour chaque activité que vous allez saisir, ils vont vous demander les documents s'ils ne l'ont pas. Notez ils peuvent aussi demander les documents à l'employeur. Ce qui veut dire que si je mets que j'ai travaillé pour voilà, la mairie de Paris, donc moi de mon côté, ils vont me demander les documents si je ne les ai pas. Mais en parallèle, ils vont aussi contacter la mairie de Paris pour leur dire apparemment il y a Emmanuel Macrozy qui a travaillé pour vous, est-ce que vous avez quelque chose quoi? Et donc justement, alors comme je crée quelque chose à partir de rien, c'est à moi de les mettre manuellement. Quelqu'un qui se réinscrit pourra peut-être voir des sections alors générées par Pôle emploi. Donc ça, c'est quand Pôle emploi a eu des informations, alors soit d'une inscription précédente. Donc c'est-à-dire que là par exemple, j'ai mis voilà, mairie de Paris que j'étais associé, tac tac tac. Si je le valide, que je fais mes affaires et que quand je me réinscris 5 ans plus tard, ça devrait réapparaître. Et quand ça met activité connue de Pôle emploi, alors on peut plus la modifier ni la supprimer. En revanche, s'il y a une erreur, par exemple sur la date de début, je peux mettre voilà, signaler une erreur. Ça permet de passer à la suite sans que ça gêne. Parce que parfois les employeurs ils peuvent transmettre une information erronée à Pôle emploi et ça peut poser des soucis. Donc on peut contester une information erronée. Et je précise aussi que sur n'importe quelle activité, si vous mettez que c'est toujours en cours, la question êtes-vous actuellement sans aucune activité, il faut cocher non. Alors ensuite, suspension de vos activités. Alors c'est des cas particuliers. Comme par exemple, fonctionnaire non rémunéré en disponibilité, ça je vais revenir dessus. Titulaire, donc en congé non rémunéré, sabbatique non rémunéré, sans solde. En fait, l'idée c'est que c'est une activité qui est mise en pause. On trouve toujours le même schéma, donc date de début, la fin prévisionnelle. Donc je vais mettre seulement que je suis fonctionnaire non rémunéré en disponibilité. Il demande la date de début, donc quand est-ce que ça a commencé. Et une date de fin prévisionnelle. Alors si vous la connaissez, vous pouvez mettre la date indiquée, voilà, ça y a pas de souci. Si vous la connaissez pas, vous pouvez mettre une année après. Donc par exemple, si ça a commencé le 1er janvier 2024, la date de fin prévisionnelle, on peut mettre 1er janvier 2025, si on n'a aucune idée de quand est-ce que ça finit. Et dans ces cas-là, on considère que c'est une activité, même si elle est en pause. Donc ça compte quand même, ce qui veut dire qu'un fonctionnaire qui est en disponibilité, il faut qu'il coche non. Il a une activité, c'est juste qu'elle est mise en pause. Mais on trouve le même schéma, c'est-à-dire que dans tous les cas, il demande date de début et date de fin prévisionnelle. Après, donc pour les autres événements, c'est tout ce qui est formation, arrêt maladie, voilà tout ce qui aurait pu arriver en cours.
Et alors, comme les activités, on indique ce que c'est. Donc, formation, maternité, maladie, service civique, tout ce que vous voulez. La date de début, la date de fin, quand il y en a une. Sinon, on met que c'est en cours. Admettons, voilà, là, par exemple, j'ai dit que voilà, je travaillais à la mairie de Paris, mais que ça s'est terminé le 10 février 2022. Si j'ai quelque chose en cours, que ce soit service civique ou une formation, ça, c'est considéré comme une activité. Donc, êtes-vous actuellement sans aucune activité? Non. J'ai mon service civique, formation, arrêt maladie, tout ce que vous voulez, mais c'est considéré comme une activité, même si ce n'est pas salarié. Voilà, je vais pouvoir valider et continuer. Et voilà. L'activité, enfin la section donc ma demande d'allocation activité, c'est vraiment la plus accidentogène. À partir de là, ça devrait être beaucoup plus facile. Alors là, ce sont les situations particulières. Alors comme leur nom l'indique, ce sont des situations particulières, donc il est normal que vous mettiez non partout. Et encore une fois, il y a un pattern. Donc dans le cas du RSA par exemple, si je mets oui, donc si vous avez donc soit si vous bénéficiez en cours du RSA, soit si vous avez effectué une demande, notez aussi que c'est dans les 4 dernières années, hein, si vous percevez ou si vous avez perçu, il va vous demander donc si vous avez effectué une demande pour bénéficier du RSA, et si vous percevez ou si vous avez perçu le RSA au cours des 4 dernières années. Donc c'est vraiment, il revient justement sur éventuellement dans une des situations suivantes, et ensuite il vous demande laquelle des deux. Alors je précise aussi que c'est l'un ou l'autre, ce qui veut dire que si vous avez effectué une demande, il faut comprendre une demande qui n'a pas encore été traitée. Si vous percevez le RSA, ou si vous l'avez perçu, c'est que la demande a été traitée. Donc faut comprendre, êtes-vous actuellement en train d'effectuer une demande pour bénéficier du RSA? Si ma demande a été traitée, je mets non ici, je mets que je touche le RSA. Voilà, donc dans ce cas, je peux mettre en cours, il ne demande pas la date de fin. Et je mets à partir de quand je le touche. Et ça, donc, c'est valable donc, pour le RSA, mais aussi pour les rentes, tout ce qui est, par exemple, handicap, prestations parentales, avantages vieillesse. Situation fiscale, il nous demande si vous êtes domicilié fiscalement à l'étranger au titre de la dernière année fiscale. Donc, le moins important, c'est domicilié fiscalement à l'étranger au titre de la dernière année fiscale. Et ensuite, pour les situations particulières, donc, c'est alors artiste non salarié. Donc, par exemple, si on est artiste travailleur indépendant. Bon, docker occasionnel, enfin voilà, les situations sont notées ici. Et si on a perçu, ou dans les 4 dernières années, une allocation chômage versée par un autre État membre de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse. Alors vous pouvez me dire que la France, c'est un État de l'Union européenne, cochez non quand même. Là c'est vraiment un autre État. La France fait bien partie de l'UE, mais c'est pas pour ça. En fait, ça c'est une question pour les gens qu'on va dire qui ont déjà accumulé des droits à l'étranger pour qu'ils soient payés en France. C'est quelque chose qui est relativement récent, mais si vous avez touché l'allocation chômage en France, cochez non. Et aussi, il fait bien la distinction, donc, il y a l'UE, donc l'espace économique européen, donc ça inclut donc Norvège, Liechtenstein et Islande qui font pas partie de l'UE, et en tout dernier la Suisse qui fait partie d'aucun des deux. Et si vous cochez oui, donc il vous demande une date de début, si c'est en cours, s'il y a une date de fin et de quel pays ça provient. Donc tac. Et ensuite alors pour le RIB, alors ça donc comme il l'indique, hein, donc 2 lettres et une suite de chiffres. Alors vous pouvez vérifier l'IBAN, mais sinon si vous en avez pas, vous pouvez cocher juste voilà, je ne dispose pas de coordonnées bancaires ou je ne peux pas les saisir. Ça, c'est l'IBAN en fait sur lequel seraient versées les indemnisations. Donc soit vous avez un RIB, soit vous n'en avez pas ou vous pouvez pas les saisir. Donc moi pour cette vidéo, je vais mettre que j'en dispose pas. Donc ça, comme il indique, hein, je peux très bien continuer mon inscription, il n'y a aucun problème. Le seul cas particulier où il peut y avoir un problème, c'est quelqu'un qui se réinscrit. Parce que sur la réinscription, cette case-là est absente si on avait déjà mis ça. Mais dans ce cas-là, c'est quelque chose qui doit être géré avec l'indemnisation au sein de Pôle emploi. C'est une section, alors on peut l'atteindre alors soit par mail en interne. Donc après l'inscription, vous recevez un mail qui vous dit voilà, vous avez alors un conseiller Pôle emploi et un conseiller indemnisation qui gère justement les indemnisations et tout ce qui est en lien avec les documents. Et au cas où, donc pour le RIB, j'ai juste montré cette zone-là, voilà, ça montre où trouver le RIB dans les documents bancaires. Donc tac, ensuite je vais continuer. Au début, c'est connaissance, voilà, la connaissance c'est vraiment qui êtes-vous. Le projet, c'est ce que vous voulez faire. Et les démarches, c'est si, bon, on aura le temps d'y revenir, mais c'est si vous avez un souci, si vous avez besoin d'accompagnement. Donc pour les diplômes, il faut en mettre au moins un. Je vais mettre que je l'ai obtenu. Pareil, il faut mettre au moins un domaine. Bon, la liste du domaine est extrêmement vaste. Il y a un tas de possibilités. En revanche, il n'y a pas général. Donc dans le cas d'un bac général, j'ai envie de dire mettez 360 degrés, ça fait l'affaire. Après, de toute façon, c'est pas la section la plus importante de l'inscription. Hein, donc voilà, Pôle emploi va pas vous tirer les oreilles si vous avez fait une erreur là-dedans. Tac, et ensuite je valide. Voilà, ça fait l'affaire, il faut en mettre au moins un. Si vous en avez plus, tant mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, faut juste en mettre un. Pour la langue, pareil, il faut en mettre au moins une. Si vous parlez pas d'autres langues, vous mettez juste, voilà, français, très bien, voilà, j'espère. Mais vous pouvez aussi en rajouter d'autres. Et mettre si vous êtes débutant, intermédiaire ou courant. Pour les permis, alors ça, c'est si vous en avez. Donc il y a moto, véhicule léger, poids lourd, transport de personnes. Vous pouvez à la fois cocher et décocher. Donc je peux mettre voilà, véhicule léger. Ah ben tiens, je me souviens que j'ai plus le permis, donc voilà, je le décoche. Si vous n'avez pas de permis, vous laissez vide. Et après ça, on va passer au projet. Bon, ça comme dit, donc savez-vous quel métier vous souhaitez exercer, ça si vous avez une idée bien définie. Alors si vous mettez que vous ne savez pas, ce sera abordé avec le conseiller que vous aurez avec le premier rendez-vous.
Si vous mettez que vous savez, vous mettez l'intitulé. Et quand vous commencez à taper, il va vous faire des propositions et il faut sélectionner une proposition qui est à l'intérieur. Voilà. Et s'il met que je sais, voilà, ensuite il va me demander donc si j'ai de l'expérience, donc soit en mois, soit en année. Si j'étais en tant que débutant, et si j'ai des choses en lien avec les compétences. Les compétences, je crois qu'il faut en mettre au moins une. Ouais, sélectionner au moins une compétence. Mais après, encore une fois, c'est pas l'élément le plus important, voilà quoi. Vaut mieux faire une erreur là-dessus que faire une erreur avec les dates de début et de fin de contrat. Et pour le projet, on demande ensuite le salaire minimum, brut, je précise, pas en net. Donc un chiffre ensuite si c'est mensuel, annuel ou horaire. Il demande si on veut créer ou reprendre une entreprise, autrement dit quelque chose qui n'est pas déjà fait, donc un auto-entrepreneur qui a une entreprise en cours, il coche non, c'est déjà fait. Et ensuite il demande si on est à la recherche d'un poste de cadre. Encore une fois, il n'y a pas de problème à mettre non. Mobilité, c'est pour estimer le trajet qui semble correct. On peut mettre donc soit en kilomètres, soit en temps. Donc il y a minutes et heures. Et ensuite on met donc une métrique, bon là par exemple je peux aller dans les 15 km, ça fait l'affaire. Et il propose aussi des autres lieux de travail. Donc par exemple si j'habite à Paris mais que j'ai un pied à terre en Bretagne, bah, je peux mettre que je peux aussi prendre un travail en Bretagne, dans telle commune, enfin voilà c'est... comme il l'indique, on peut en sélectionner jusqu'à 10. Et alors il y a les communes, de ce que je vois, je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a des propositions. Et encore une fois, comme pour l'adresse, il faut saisir quelque chose qui est proposé dans la liste. Ouais, donc là je l'ai sélectionné, il l'a rajouté. Ensuite, bon pareil, si on peut mettre un rayon, par contre c'est en kilomètres cette fois, il ne propose pas en heures ou en minutes. Et comme il indique, ça doit correspondre à la mobilité réelle. Parce que vous allez recevoir des opportunités d'emploi dans ce milieu. Ce qui veut dire que là, si je vais comme ça, il va me proposer des choses pour Paris 8, mais aussi des choses sur la Bretagne, la région entière. Ensuite, les moyens de locomotion, donc si on peut mettre, on peut en cocher plusieurs, sauf quand on n'a aucun moyen de locomotion, il ne nous propose pas le reste. Mais sinon, bah, on peut prendre les transports en commun si on n'a pas de permis voiture ou quoi que ce soit. Donc, on a le choix entre piétons, transport en commun ou autre véhicule personnel. Et ensuite, il demande si on envisage de travailler à l'étranger. Si on coche oui, alors il ne me demande pas lequel, mais encore une fois, c'est pour savoir quelles offres sont pertinentes à vous proposer. Tac. Et ensuite, donc, pour les démarches, donc... ça, c'est vraiment, on va dire, le lien entre vous et le marché du travail. Donc, par exemple, si vous êtes déjà renseigné sur les entreprises qui recrutent. Encore une fois, ça, c'est pour personnaliser l'entretien que vous aurez avec le conseiller. Hein, donc, c'est pas... on vous demande pas d'être génial. C'est juste pour vous préparer si vous avez une hésitation, un doute ou une lacune. Donc, il vous demande si vous êtes renseigné sur les entreprises qui recrutent. Si vous êtes renseigné sur les modes de recrutement des entreprises. Si vous savez comment procéder pour rechercher un emploi. Enfin, voilà, ça, c'est pas vraiment pour vous contrôler. C'est plus pour, si vous savez pas, que le conseiller vous en parle pour faire le point, pour vous mettre un petit peu à niveau. Mais sinon, si vous savez, tant mieux, hein, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin d'aide. Et Pôle emploi va s'adapter à vous. Ben voilà, si vous avez besoin d'aide donc pour utiliser un équipement informatique, donc si vous n'êtes pas familier avec l'informatique, ça peut être pertinent. Créer, mettre en forme, modifier un CV ou une lettre de motivation, au format informatique d'ailleurs. Communiquer, échanger sur Internet, donc oui, c'est beaucoup l'outil informatique. Hein, là, c'est un outil assez important pour notre époque. Utiliser Internet. Connaître les conditions d'utilisation Internet. Ou sinon, je n'ai pas besoin d'aide. Si vous avez des contraintes à prendre en cours pour la recherche d'emploi, que ce soit pour le transport, logement, santé familiale, donc ça par exemple c'est si vous êtes handicapé ou s'il faut que vous vous occupiez d'un proche, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent gêner dans votre recherche d'emploi. Et ensuite il parle donc de la recherche d'emploi à proprement parler, donc si vous avez déjà commencé à faire des candidatures, si vous avez un CV à jour, mais si vous avez besoin d'aide pour un des éléments listés. Si vous avez besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous indiquez que vous n'avez pas besoin d'aide, dans ce cas-là, Pôle emploi ne va pas vous proposer d'accompagnement sur ces choses-là. Là, c'est vraiment pour les personnes qui débutent ou qui ne sont pas familières. Et aussi rencontrer des recruteurs, donc lors d'un entretien, vous sentez à l'aise pour leur parler de vous, parler de l'entreprise pour laquelle vous postulez, encore une fois, c'est si vous êtes à l'aise, c'est parfait. Et ensuite, alors ça c'est la validation, donc ça fait le récapitulatif de tout ce qui a été mis. Donc c'est alors vous pouvez revenir sur les choses, hein, ça en fait ce sont des raccourcis qui vous renvoient sur les sections qu'on a vues plus tôt, hein. Vous pouvez revenir pour corriger des choses. Si vous vous rendez compte qu'il y a un problème, tiens l'adresse, j'ai oublié un chiffre ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment le retour sur tout ce que vous avez fait. Et juste à la fin, il y a quand même quelque chose à faire avant de valider, c'est en fait donc cocher la case, donc j'ai lu l'ensemble de mes droits et devoirs. Par contre, vaut mieux le lire. C'est juste un rappel des règles de Pôle emploi, comme par exemple s'actualiser entre le 28 et le 15 de chaque mois. Signaler les changements d'activité, donc par exemple si vous trouvez un travail ou si vous reprenez l'activité ou quoi que ce soit, mettre Pôle emploi au courant pour éviter que vous touchiez des droits alors que vous avez repris l'activité, ça va vous éviter des ennuis. Ne pas faire de fausses déclarations et aussi vous rendre à tous les rendez-vous. Et c'est pour cette raison que je conseillais, comme je l'ai dit dans l'étape 1, de bien mettre un numéro de téléphone et une adresse email. Voilà, donc une fois qu'on a regardé tout le récapitulatif et qu'on a bien regardé ce qu'on doit faire, on peut cocher oui et mettre valider, continuer. Alors je ne vais pas le faire parce que si je fais ça, ça va valider mon inscription, ce que je n'ai pas envie de faire.
Et après, donc, il va vous demander, alors, il va vous proposer un premier rendez-vous. Alors, il y aura un premier rendez-vous pour tout le monde, mais avant ça, si vous avez un titre de séjour, vous allez avoir alors ce qui s'appelle un premier rendez-vous, où vous amenez le titre de séjour ou le récépissé de la demande, afin de le valider. Voilà, juste, c'est vraiment de la vérification. Et ensuite, alors par contre, ce qui est valable pour tout le monde, c'est que vous avez un premier rendez-vous, alors un entretien de situation, où vous rencontrez un conseiller Pôle emploi pour faire le point sur la situation, sur ce que vous attendez de Pôle emploi, là où vous en êtes, vos projets pour l'avenir. Enfin voilà, c'est vraiment le premier rendez-vous. Je précise aussi qu'il est forcément présentiel. Et c'est pour ça que quelqu'un qui est en emploi à temps plein, qui n'a pas le temps d'aller au rendez-vous, s'il veut juste feuilleter les annonces et postuler, il fait pas l'inscription. Il fait juste un compte avec connexion et créer un compte. Et ça permet de voir les offres et de postuler. Je rappelle que l'inscription, c'est pour les indemnisations ou le suivi de Pôle emploi. Alors là, je crois qu'il me propose le rendez-vous. Et alors, c'est un 50-50. Alors, soit il a des créneaux disponibles. Dans ce cas-là, il en propose parmi 3. Soit c'est pas disponible. Alors, s'il a aucun créneau disponible, il va juste valider la demande d'inscription. Mais dans ce cas, le rendez-vous, alors il sera annoncé par courrier. Donc dans la messagerie, ça vous dira, bon bah voilà, vous avez rendez-vous tel jour, telle heure, à telle adresse. Quand il propose des rendez-vous, alors il vous propose 3 créneaux. Et vous avez aussi le choix, alors aucun de ces créneaux ne me convient. Mais encore une fois, donc comme quand il n'y a pas de créneau disponible, dans les semaines qui vont suivre, vous allez recevoir un message dans la messagerie qui vous dit, voilà, vous avez rendez-vous à tel jour, telle heure pour votre rendez-vous. Et une fois que la demande d'inscription est validée, notez que c'est une demande d'inscription. C'est pas exactement l'inscription à proprement parler malgré les abus de langage. Donc ils vont dire, voilà, votre demande d'inscription a été transmise. Et vous allez recevoir du nouveau dans les jours qui vont suivre. Alors quand ils disent les jours qui vont suivre, c'est rapide. C'est-à-dire que c'est un jour, 2 jours, une semaine, ce n'est pas un mois. Honnêtement, si ça prend plus d'une semaine, je vous invite à rappeler donc le numéro de Pôle emploi. Alors Pôle emploi, est-ce qu'on peut voir ici? Voilà. On peut voir que c'est le 3949. Donc vous faites le 3949 et ensuite la touche 3 pour l'assistance à l'inscription. Et ensuite derrière de leur côté, alors soit ils peuvent arranger le coup, soit il faut une remontée selon ce qu'ils sont en mesure de faire. Et pour les rendez-vous, alors vous pouvez les reporter s'il y a un souci depuis votre espace personnel. Donc via mes échanges avec Pôle emploi. Ensuite, mon agenda. Ensuite, vous cliquez sur la date du rendez-vous. Donc, par exemple, si vous avez un rendez-vous donc, le 15 mars 2024, vous cliquez dessus. Il y a le rendez-vous qui apparaît, voilà, parce que Pôle emploi vous a calé rendez-vous, donc il sera dans l'emploi du temps. Et dessus, alors, vous cliquez sur la date du rendez-vous. Ensuite, vous mettez modifier. Et alors, encore une fois, donc, soit il a des créneaux disponibles. Dans ce cas-là, il vous en propose parmi 3. Soit il n'en a aucun disponible. Dans ce cas-là, il le reporte. Et encore une fois, vous recevez dans les semaines qui suivent un autre mail qui vous dit, voilà, votre rendez-vous a été fixé à tel jour, telle heure, à tel endroit. Et je précise que vous pouvez reporter jusqu'à 2 rendez-vous par année sans justificatif. Donc c'est pour ça qu'on revient à ce que j'avais dit au tout début, à savoir que Pôle emploi s'attend à ce que vous soyez disponible. Et aussi, alors l'insistance à l'inscription, donc 3949, puis la touche 3, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec l'inscription. Donc si vous avez un doute, une hésitation, quelque chose qui passe pas, vous pouvez les contacter et voir ce qui cloche. Avec eux, ça fait l'affaire. C'est aussi une section qui est utile pour les personnes qui ont un arrêt de travail en cours. Un arrêt maladie, pour être exact. Quelqu'un qui est en arrêt maladie, donc il est considéré comme en activité, donc ça gêne. Mais dans ce cas-là, il est possible de faire l'inscription manuellement. Enfin, autrement dit, le téléopérateur peut préparer l'inscription de son côté. Et une fois que l'inscription est validée, donc souvent Pôle emploi demande des documents. Donc par exemple, voilà, vous avez noté que vous aviez eu telle activité de temps à temps. On n'est pas au courant de cette activité. Est-ce que vous pourriez nous donner le justificatif d'activité, s'il vous plaît, etc., etc. Alors ça, c'est la section indemnisation qui s'en occupe. L'indemnisation, il gère tout ce qu'il y a avec l'indemnisation. Et aussi avec les documents. Donc si vous avez un document à transmettre, c'est eux qui sont compétents. Et pour eux, alors c'est donc 3949, la touche 4. Alors notez que quand vous mettez la touche 4, il va vous demander donc l'identifiant Pôle emploi. Donc ce sont 7 chiffres suivis d'une lettre. Donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H. Et après ça, donc alors l'indemnisation, c'est la touche 1. Donc 3949, touche 4, touche 1. Et il y a une section particulière pour l'indemnisation des intermittents du spectacle. Donc eux, c'est 3949, la touche 4 et la touche 3 cette fois. Ne me demandez pas pourquoi ils ont une section particulière. Mais voilà, avec toutes ces instructions, vous devriez pouvoir réussir à faire l'inscription sans problème. Et si vous avez un doute, alors en bas d'une page, vous pouvez mettre « Finir plus tard ». Donc ça met en pause l'inscription et ça la sauvegarde. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous mettez voilà, connexion, candidat, vous mettez donc le nom d'utilisateur. Pour Emmanuel Macrosi, donc j'ai mis Macrosi, le mot de passe. Et quand vous vous connectez, ça vous propose de reprendre l'inscription où j'en étais. Donc par exemple, si vous êtes en train de saisir les activités, et que il vous faut un document que vous n'avez pas sous la main, vous mettez en pause, vous allez le chercher, vous reprenez l'inscription, et voilà, il n'y a rien qui est perdu. Et je rappelle que les documents ne sont demandés qu'après l'inscription validée, donc encore une fois, vous pouvez vous inscrire, même si vous n'avez pas encore les documents. Bien, passez une bonne soirée. Au revoir.